20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition avec la célébration de la journée mondiale de l'eau à Rufisque. Dans certains quartiers, l'accès aux liquides précieux en abondance pose problème et la qualité laisse à désirer. À Dakar, le directeur général de la SONES note des améliorations dans l'approvisionnement. Mouvement d'humeur à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'UCAD. Il réclame le paiement des bourses pour les étudiants de la 7e année, mais aussi des trousses dentaires. Les préparatifs du défilé du 4 avril vont bon train. Les unités de la Légion de gendarmerie d'intervention de Mbao s'activent. Plus de 8000 gendarmes ont tenu une séance de répétition devant nos reporters. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis à la veille du match Sénégal-Madagascar à Thiès, les tickets font l'objet de surenchères dans la capitale du rail de la part des revendeurs. Des populations dénoncent et demandent à la Fédération sénégalaise de football de prendre ses responsabilités. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Célébration de la journée mondiale de l'eau. Ce vendredi, dans certains quartiers de Rufisque, l'accès à l'eau en abondance pose toujours problème. Il s'y ajoute la qualité de l'eau qui, des fois, n'est pas des meilleures. C'est un reportage que vous avez suivi dans le journal en Wolof de Fatou Kinedem. Le directeur général de la SONES note des améliorations dans l'approvisionnement en eau à Dakar. Charles Fall soutient que cela a été possible grâce au projet qu'ils ont mis en place. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé à part Thiaba Aliba et Mohamed Dian. Cette disparité à l'accès à l'eau qu'il y avait entre les zones urbaines et les zones rurales, accès, disparité également au sein d'un même territoire, à savoir même si vous prenez le cas de Dakar où certains quartiers ne connaissent pratiquement pas des ruptures dans leur approvisionnement en eau, tandis que d'autres en connaissent. Disparité également par rapport à la problématique de la qualité de l'eau, et je pense que des réponses ont été apportées. Il manque malgré tout des poches par-ci par-là qu'il faut compenser, et les projets en cours, notamment la deuxième phase de Bayard et la seconde de Tarset, devraient venir nous conforter davantage, surtout pour les gens de Sébi, renforcer la zone de Diamniadio, comme vous le dites, une partie de Pikine et aussi d'autres localités. La journée mondiale de l'eau a été également célébrée à Saint-Louis. Le parc de Luc a été choisi pour appeler les autorités à prendre en charge la question de l'eau potable dans les villages environnants. Le commandant Malaguey, conservateur du parc national de Luc, en parle au micro de Seynou Diop et Habib Sek. Sur l'initiative du chef du bureau d'information des parcs et réserves du Nord que cette journée a été célébrée ici. Bon, en fait, le parc est confronté à un problème d'eau potable, de même que toutes les populations périphériques à ce parc. Donc, alors que nous sommes dans une zone humide d'importance internationale, c'est la raison pour laquelle on a accepté la célébration de cette journée ici pour un peu sensibiliser l'opinion sur les priorités en ce qui concerne l'eau pour les populations et aussi l'eau pour les agents de l'État que nous sommes. Les élèves, on se dit que les élèves sont les meilleurs relais par rapport à l'éducation environnementale. C'est la raison pour laquelle, en collaboration avec l'IA de Saint-Louis, ces élèves ont été intégrés, invités dans ce programme pour mieux les sensibiliser et aussi, à leur retour, sensibiliser leurs parents. L'OMVS annonce le démarrage du grand projet de navigation et la création du port fluvial de Saint-Louis, une infrastructure qui devrait régler le problème des pêcheurs sénégalais qui subissent des accidents au niveau de la Brèche. L'organisation célébrait également ce matin la journée mondiale de l'eau, compte rendu signé Moudoufal et Yafaraba. Bientôt une solution pour soulager les pêcheurs sénégalais qui souvent périssent au niveau de la Brèche de Saint-Louis. Le MVS, à travers son grand projet de navigation, compte régler définitivement ce problème. Un projet de 475 millions dont les 300 sont réservés à la matérialisation du port fluvial de Saint-Louis. Cette question de la prise en charge de la brèche n'avait pas été faite dans le cadre de l'étude du projet. Cependant,
cette question a été prise en charge cette fois-ci dans un deuxième temps à travers un financement que la Banque mondiale nous donne pour la modélisation de la brèche. Il y a une possibilité, je dis bien une possibilité puisqu'elle n'a pas encore été étudiée, que cette brèche-là soit aménagée pour le passage des bateaux. Donc ce qui est certain, c'est que la stabilisation de la brèche est un objectif central aujourd'hui au niveau de l'organisation et nous y travaillons. Des informations données à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau. L'organisation révèle même que plus de 40 millions de personnes sont régulièrement alimentées. Grâce à ces ouvrages qu'il a réalisés depuis sa création en 1972, l'OMVS a sécurisé l'accès à l'eau du fleuve Sénégal. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, aujourd'hui la ville de Nouakchott est alimentée à 100%. En eau potable par le fleuve. La ville de Dakar, par l'intermédiaire du lac de Guiers, est alimentée à 40-45%. Et toutes les grandes villes, aussi bien du Sénégal, de la Mauritanie que du Mali, sont alimentées à partir du fleuve Sénégal. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal va procéder à des réformes institutionnelles afin de mieux prendre en charge les préoccupations des populations du bassin. D'ailleurs, des réalisations sont en cours d'exécution. Maudoufal, pendant ce temps, l'ONU appelle à la coopération pour résoudre la crise mondiale de l'eau. L'Organisation des Nations Unies annonce un risque de pénurie d'eau aggravé d'ici 2030. Les détails dans ce récit signé Thioro Bargaï. Mars, célébration de la Journée mondiale de l'eau. Les responsables évoluant dans ce secteur appellent à une coopération pour résoudre la crise mondiale de l'eau. L'eau, une denrée précieuse, se fait rare de nos jours. Selon la SDE, 40 à 60 litres d'eau sont consommés durant une douche et 120 à 200 litres d'eau pour un bain. Chaque individu consomme en moyenne 730 000 litres d'eau par an, soit 2000 litres par jour. La production des boissons chimiques nécessite une consommation d'environ 10 000 litres par seconde. En cette journée qui célèbre l'eau, les populations sont appelées à la préserver. À travers le monde, selon Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau salubre. Dit-il, des efforts doivent être consentis pour faire face à la crise mondiale, mais également accroître la résilience face aux effets de changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU estime que d'ici à 2030, quelques 700 millions de personnes dans le monde pourraient être contraintes de se déplacer du fait d'une pénurie d'eau aggravée. L'eau, rappelle-t-il, essentielle à la survie et avec l'assainissement aide à protéger le public et la salubrité de l'environnement. Autre aspect de l'actualité, risque d'insécurité alimentaire dans le nord du pays. Action contre la faim sonne l'alerte. Près de 150 000 personnes seraient en situation d'insécurité alimentaire si rien n'est fait dans les prochaines semaines. La période de soudure en est la cause principale. Les détails dans cet élément signé Tissa Prera et Mohamed Dian. À mi-parcours, l'étude fait état de près de 150 000 personnes qui risquent d'être en situation d'insécurité alimentaire dans les prochaines semaines. La zone nord du Sénégal serait le cœur de cette insécurité, une annonce de l'ONG Action contre la faim. À peu près 150 000 personnes au niveau du Sénégal ont besoin d'assistance immédiate. Il y a plus de pression au niveau des ressources naturelles ou des ressources foragées que nous avons dans certaines zones, en l'occurrence la Mauritanie et le Sénégal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la zone Podor, Matam, Louga, nous avons effectivement une préparation qui est en cours pour répondre de manière précoce à la soudure qui s'annonce. Et c'est des zones prioritaires. Une situation qui sévit aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La malnutrition fait encore beaucoup de résistance face aux stratégies de lutte mises en place. La zone des trois frontières, donc le Liptako-Gourma, on a le Niger, le Mali et le Burkina qui sont concernés par cette zone-là. Nous avons aussi une zone prioritaire qui perdure depuis la crise du nord-est au nord-est Nigeria. Donc avec la crise Boko Haram, nous avons cette situation complexe au niveau du bassin lac Tchad. L'urgence aujourd'hui est de fédérer les forces des différents acteurs pour faire face aux défis. C'est dans ce sens que Action contre la faim tient à Dakar
un plaidoyer pour les investissements et un programme coordonné et durable en faveur de la lutte contre la malnutrition. Lisa Préra, je vous l'annonçais dans les titres de cette édition, les unités de la Légion de gendarmerie d'intervention de Mbao préparent activement le défilé du 4 avril. Plus de 8000 gendarmes ont tenu une séance de répétition. C'était devant le général Mamadou Diouf. Compte rendu signé Pape Faraning et Modou Diop. Un mouvement d'ensemble bien harmonisé, un balancement des bras rythmé par la musique principale des forces armées. Nous sommes à la Légion de la gendarmerie d'intervention de Mbao. Pas moins de 800 gendarmes en plein dans les préparatifs du défilé militaire du 4 avril. Parmi les unités qui charment la parade, les engins motorisés, du matériel de dernière génération, des répétitions exécutées sous la supervision minutieuse du colonel Maguette Mbaye, de plein pied dans les derniers réglages. Je suis globalement satisfait de ce que j'ai vu. Les unités ont défilé en motorisé, déjà avec les engins qui sont dans un excellent état. Donc il fallait voir, juste faire les réglages concernant les alignements, concernant un peu le déroulement. Les unités à pied également, elles ne sont pas encore toutes dans leur tenue de défilé, mais elles sont venues aujourd'hui s'exercer pour parfaire les alignements, pour parfaire tout ce qui a trait à l'ordre serré du défilé. Parce que vous savez que le défilé, c'est un exercice militaire qui répond à certaines normes en termes d'alignement, en termes de balancement des bras. Voilà, et c'est une harmonie qu'il faut quand même répéter régulièrement. La grande innovation de cette année, le détachement de lutte contre le terrorisme basé à Bakel. On va présenter une unité de lutte antiterroriste qui est basée à Bakel, que la gendarmerie a montée avec l'appui de l'Union européenne. Cette unité qui se trouve au Sénégal, à une déclinaison au Mali, en Mauritanie, pour un peu lutter contre le terrorisme. Et c'est cette unité qu'on va présenter cette année avec son matériel. On a environ 800 gendarmes qui vont défiler. On va reconduire également le quadrille des baïonnettes que vous avez vu l'année dernière, qui a été présenté par l'école de gendarmerie. Cette année, ce quadrille des baïonnettes sera présenté par la garde présidentielle. Le quadrille des baïonnettes de l'école des officiers de la gendarmerie nationale a émerveillé au défilé l'année dernière. Au préparatif de cette année, c'est cette unité qui a accueilli le général Mamadou Diouf avec tous les honneurs avant la répétition générale devant le haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Vous l'avez remarqué, ils sont plutôt 800 au lieu de 8000 gendarmes. Sayer Kébé suspend sa grève de la faim. L'ancien élève du lycée d'Emba Diop, accusé de faire l'apologie du terrorisme, sera finalement jugé le 27 mars prochain. Il est en prison depuis 2015 à Hambourg. Sa famille se réjouit de l'évolution du dossier. Un reportage signé sur place à Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Un ouf de soulagement chez la famille de Sayer Kébé. Elle a attendu presque 5 ans pour connaître la date du jugement de son fils. D'une part, on est content du jugement. N'empêche, on se désole du fait que ça a duré, imagine, depuis plus de 4 ans. On n'a pas de preuves contre lui et pourtant, il est toujours en prison. Tout ce qu'on demande, c'est de le juger afin qu'on puisse le libérer.
Larmes aux yeux, la grand-mère de Saher n'arrête pas de prier pour son petit-fils. Saher avait entamé une grève de la faim depuis lundi dernier. Sa famille aussi est restée tout ce temps sans manger. On peut dire qu'on a entamé une grève de la faim en même temps que Saher parce qu'on ne pouvait pas imaginer notre fils en prison sans manger ni boire et que nous on reste ici en train de manger. On n'avait pas le cœur à ça, mais aujourd'hui je suis très contente d'entendre que finalement il sera jugé. Saher Kébé est poursuivi pour apologie du terrorisme. L'élève en classe de terminale au lycée Demba Diop de Mbour est en prison depuis 2015. Puis l'avocat à la cour, maître Moussa Sarr, juge sa détention longue et abusive. Il demande aux autorités judiciaires de faire preuve d'indulgence et de prudence concernant l'arrestation de ces présumés terroristes. Il a rencontré nos reporters Fatimata Touré et Ahmadouba. Arrêté en mai 2015 pour apologie du terrorisme, Saher Kébé sera enfin jugé le 27 mars prochain. L'ancien avocat d'Imam Dao, maître Moussa Sarr, note un dysfonctionnement dans la procédure d'arrestation. Il y a énormément de dysfonctionnement. On a l'impression que l'État, par le biais de ses services, la police, la gendarmerie et même parfois les autorités judiciaires ne font pas preuve de sérénité, encore moins de discernement. Et finalement, il y a plein de violations des droits de l'homme. Ainsi, l'avocat à la cour propose une enquête approfondie avant d'accuser une tierce personne d'apologie du terrorisme. Avant de prendre une mesure d'arrestation et surtout de mise sous mandat de dépôt d'un quelconque suspect, il faudrait que les autorités judiciaires s'assurent qu'il y a vraiment des motifs qui puissent le justifier. À défaut, je pense qu'il ne faut pas arrêter les gens sur des bases légères. Il faut que les renseignements continuent à surveiller. Le jeune Saher Kébé derrière les barreaux depuis plus de 4 ans, sans jugement, une détention préventive jugée abusive. Ce qui est regrettable, c'est qu'il est poursuivi pour ce prétendu crime et qu'il est sous mandat de dépôt en détention provisoire depuis le mois de mai 2015. Ça veut dire 4 ans. C'est anormalement long. Il faut également que les autorités judiciaires, lorsqu'ils décident de placer quelqu'un sous mandat de dépôt, qu'ils se donnent les moyens, n'est-ce pas, de traiter le dossier dans un délai raisonnable et qu'il soit jugé. S'il est coupable, on le condamne. S'il n'est pas coupable, qu'on l'acquitte. Combattre le terrorisme est certes un devoir pour les autorités, mais cet exercice doit se faire avec beaucoup de tact, selon Maître Sarr. À ses yeux, la préservation des droits humains est primordiale. Pendant ce temps, l'Alliance des musulmans du Sénégal a rendu hommage aux victimes de la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande et s'indigne du mutisme de la communauté internationale. Habib Faye. Les 50 personnes victimes de la tuerie de Christchurch ont été rendues hommage par l'Alliance des musulmans du Sénégal. Elle s'indigne. En tant qu'humains tout court, nous condamnons énergétiquement cet acte barbare qui est juste du terrorisme. Entrer dans 2 mosquées pour tuer exactement 50 personnes, 50 honnêtes citoyens, de paisibles citoyens qui ne demandaient qu'à s'acquitter de leur devoir de musulmans, de croyants. Des centaines de musulmans ont fait le déplacement à la grande mosquée de Dakar. L'Alliance déplore le mutisme de la communauté internationale. Nous déplorons aussi le mutisme de la communauté dite internationale qui peut quelquefois s'émouvoir s'il s'agit par exemple de gens qui sont attaqués et qui ne sont pas des musulmans ou bien des Africains. Des musulmans aujourd'hui sont tués, sont massacrés. La communauté internationale aussi se signale par son mutisme. Hormis la communauté qui s'est tue, les musulmans fustigent le traitement dits partisans des médias occidentaux. Qui ont quasiment refusé d'utiliser le mot terroriste à l'endroit en fait de ce jeune. Comme la première ministre néo-zélandaise aussi, je refuse de prononcer son nom. Ce barbare, ce fasciste,
il refuse de le taxer de terroriste. En politique, Djengou de Boubacar Camara initie l'école du parti. L'objectif est d'assurer la formation des jeunes en politique. Le lancement a été effectué cet après-midi. Là-dessus, nous écoutons les explications de Ndeye Astoudiagne, membre du bureau politique, interrogé par Habib Faye. L'école du parti Djengou, qui s'appelle dénommée l'Institut de formation et de documentation, a été mise en place par le bureau politique justement afin de permettre à nos militants, aux militants du parti, du mouvement Djengou qui est devenu un parti politique, donc le parti de la construction et de la solidarité, a été mise en place en fait afin d'assurer à ces militants une certaine formation politique, afin de pouvoir être très au fait de ce qui se passe oui, au Sénégal et à l'extérieur de ce pays. On n'est plus dans les mouvances de courant gauche-droite, on a dépassé justement ces mouvances-là. Aujourd'hui, on se base en fait sur ce qu'on vit tous les jours, nos réalités à nous, nos réalités africaines. Il est également dans les titres de ce journal. Les étudiants de la faculté de médecine et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en grève. Ils réclament le paiement des bourses d'étudiants de la 7e année, mais aussi des trousses dentaires. Leur porte-parole que je vous propose d'écouter, il est interrogé par Lamine Diaye et Pape Sangone Mbaye. Vous savez, quand on parle de la formation des étudiants en chirurgie dentaire, c'est la pratique. Et aujourd'hui, ces étudiants ont démarré leur formation, leur pratique depuis le mois de novembre et nous avons constaté que les trousses ne sont pas disponibles, ce qui handicape leur formation. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons fait une grève suivie de ce point de presse pour tirer la sonnette d'alarme, dire aux autorités de réagir face à cette situation parce qu'aujourd'hui, la trousse dentaire, elle est comparable à ce que le kérosène fait pour l'avion. Si l'avion n'a pas de kérosène, il ne pourra pas en tout cas faire tout ce qui est voyage et tout. Donc les étudiants en odonto, ils sont handicapés, ils ne peuvent pas faire leur formation normalement parce qu'ils n'ont pas encore reçu ces trousseaux dentaires. Nous interpellons directement les autorités étatiques de réagir face à cette situation. À cela aussi s'ajoute la non-effectivité du paiement des bourses des étudiants de la 7e année. Nous constatons aujourd'hui que les étudiants qui sont en 7e année, qui sont aujourd'hui non aînés, n'ont pas encore perçu, la majeure partie de ces étudiants n'ont pas encore perçu leur bourse, ce qui est déplorable. Là, nous avons fait une grève suivie de ce point de presse pour dire aux autorités, si au retour des faits, ces problèmes ne sont pas réglés, nous allons mettre en place un autre plan d'action. Nous lançons un appel à l'autorité suprême du pays, qui est le président de la République, de réagir face à cette situation et de régler les bourses des étudiants en 7e année. Nous en avons besoin. Éducation toujours à Kaffrine. Le taux brut de scolarisation est de 48%, ce qui est extrêmement faible comparé à la moyenne nationale qui est de 87%. Le nouvel inspecteur d'académie veut renverser la tendance. Monsieur Aboubakri Sadiragnan, que je vous propose d'écouter au micro d'Ibrahim Diamé. En tout cas, nous avons constaté un certain nombre également de difficultés ou alors de problématiques. C'est fondamentalement la question du taux brut de scolarisation. Kaffrine fait partie des régions, disons, quelque part en difficulté effectivement de scolarisation, compte tenu d'un certain nombre de spécificités et de contraintes. Il y a des spécificités à caractère social, des spécificités à caractère également religieux. Nous nous devons en tout cas de réfléchir à un type d'offre ou alors à des modèles d'éducation, des modèles qui vont rencontrer, n'est-ce pas, les besoins qui sont exprimés par la population. Je pense surtout aux Dara et également aux Franco-Arabes que nous aurons en tout cas à accompagner pour pouvoir véritablement booster le TBS au niveau de la région. Le TBS sommes en deçà de 50% au moment où le niveau national est pratiquement à 87%. On vous en a parlé hier dans ce journal sur Ikaba qui regrette l'incident qui s'est passé en Italie impliquant un Sénégalais qui a incendié en bus l'ambassadeur de la délégation des Sénégalais de l'extérieur en visite à Sédhiou. Espère que la communauté sénégalaise ne va pas en subir les conséquences. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Bakary Conté. On souhaite qu'il n'y ait pas de problème. Même si en termes de dégâts collatéraux, ça affectera tout le monde. Mais nous souhaitons vivement qu'il n'y ait aucun problème à l'endroit des Sénégalais qui vivent là-bas.
comme pour dire nous regrettons ce qui s'est passé et nous considérons que c'est un acte isolé, ce n'est pas un acte réfléchi, ce n'est pas un acte d'une communauté, notamment la communauté sénégalaise établie en Italie, mais c'est un acte isolé d'un Sénégalais, d'un Italien d'origine sénégalaise qui pensait que, et il a eu son coup, il a réussi son coup, qu'en le faisant, il va réussir à se tirer les lambrions, il va réussir à se tirer tout l'intérêt pour pouvoir communiquer avec l'opinion internationale. Il l'a fait et c'est ce qu'il recherchait. Je pense que c'est là que ça va s'arrêter. Avant la page des sports, le directeur général de la Sonatella a révélé que la boîte a connu en 2018 une perte de près de 20 milliards de francs CFA à cause des appels entrants via WhatsApp, Messenger, Skype, Viber. À Saint-Louis, dans la vieille ville, les consommateurs jugent normal ces pertes à cause des nouvelles applications qui coûtent moins cher, surtout pour les appels internationaux. C'est un reportage signé sur place Ousseynou Diop et Habib Sek. La Sonatel, Société nationale de télécommunications, a connu pour l'année 2018 une perte de plusieurs dizaines de milliards à cause des appels entrants via WhatsApp, Messenger, Skype, Viber. Révélation faite par son directeur général, les consommateurs saint-louisiens rencontrés, interrogés sur cette affaire, donnent leur point de vue. Parce que c'est plus moins cher, c'est plus facile. Et s'il s'agit de communiquer surtout à l'extérieur, avec nos parents, nos grands frères, nos sœurs, tout ça. Surtout au niveau de WhatsApp. On préfère utiliser le WhatsApp plutôt que de dépenser de l'argent au niveau du crédit. Je pense que c'est bloquer les OTT, c'est une chose pas facile du tout parce qu'on parle maintenant de neutralité d'Internet. Ces consommateurs préfèrent les nouvelles applications pour communiquer avec leurs proches. Pour les Saint-Louisiens, ces tarifs sont plus accessibles, surtout pour les appels vers l'extérieur. Mais aussi, il y a aussi le fait que les tarifications au niveau d'Orange sont un peu élevées maintenant. Parce qu'il y a certaines heures, quand on appelle, les tarifications sont un peu élevées. Oui, j'appelle, j'utilise WhatsApp, j'utilise les appels téléphoniques aussi normalement. Donc j'utilise les deux. Même si qu'avec la venue de WhatsApp et de ces médias sociaux-là, on a tendance à diminuer nos appels téléphoniques. Même si la plupart des consommateurs utilisent les appels téléphoniques, la plupart d'entre eux communiquent via WhatsApp, Viber, Skype ou encore Messenger. Oui, ça nous permet d'économiser et de rester en contact sans problème. C'est plus économique, je ne dirais pas que c'est plus économique, ça dépend des circonstances. Parfois, on n'a pas la possibilité d'appeler des gens qui sont au niveau de l'extérieur, on préfère utiliser WhatsApp, entre autres. Parfois aussi, si on a envie d'appeler par WhatsApp, on le fait. La perte de la Sonatel, estimée à plusieurs dizaines de milliards à cause des appels émis à partir de ces applications, ne détourne pas les consommateurs saint-louisiens de leur choix. Ces derniers préfèrent ces nouvelles applications au détriment des appels téléphoniques pour mieux économiser leur crédit. Football, Sénégal-Madagascar, c'est demain à Thiès au stade Lat Dior. Les Thiessois qui peinent à décrocher de tickets d'entrée. Les revendeurs dictent leur loi. Les billets de 100 000 francs CFA sont revendus à 8 000 francs. Les Thiessois sont très remontés et interpellent la Fédération sénégalaise de football. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop et Seyla Tia. Veille de match Sénégal-Madagascar, trouver un billet d'accès au stade Lat Dior de Thiès relève d'un véritable parcours du combattant. Les revendeurs dictent leur loi. Cet enseignant venu acheter un billet déplore cette situation. Tout ce que nous déplorons, c'est que la fédération devait prendre des mesures à ne pas vendre plus de 5 billets à des individus qui ne font que du trafic. Ce sont les revendeurs là. Ils ne devaient pas favoriser les revendeurs. Nous avons eu la chance d'avoir l'équipe nationale à Thiès. Nous voulons amener tous nos sportifs pour que ces derniers assistent à ce match capital. Mais nous avons des difficultés à avoir des billets. Ils ajoutent 1000 francs, 1500. Je viens du stade Lat Dior comme ça. On vend les billets de 5000 francs à 7000 francs, ce qui est anormal. Certains Thiessois imputent la responsabilité à la Fédération sénégalaise de football. Pour eux, des guichets devraient être ouverts au niveau du stade Lat Dior pour mieux sécuriser la vente. Les gens ont besoin des billets, donc ils ont la nécessité de vendre les billets normalement comme l'organisation l'a fait. Donc c'est pas normal que les revendeurs viennent pour chercher des billets pour augmenter doublement donc pour revendre. Il y a toujours la responsabilité donc de la Fédé puisque donc c'est eux qui gèrent le sport ici au Sénégal.
Donc il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités et voir leurs lacunes pour redresser quand même ultérieurement que ça ne se passe pas, quoi. À quelques heures du match, beaucoup de Thiessois peinent à décrocher le ticket d'entrée pour accéder au stade Lat Dior de Thiès. Ils sont obligés de recourir aux revendeurs installés au stade Maniang Soumaré de Thiès. Sénégal-Madagascar, match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Ces dernières journées qui ont déjà eu une victime. Il s'agit du Burkina Faso qui ne participera pas à cette Coupe d'Afrique des Nations malgré la victoire des étalons 1-0 face au Mourabitoun. L'Angola de l'autre côté s'est imposé. Donc les deux qualifiés de cette poule sont la Mauritanie et l'Angola. Voilà, c'était tout pour cette édition. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.